Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Toujours encore un plaisir d'être avec vous pour cette grande édition du journal en langue française. Je suis Edis Abiti à la présentation avec pour la énième fois les experts des Nations Unies ont démontré la collaboration étroite entre les FARDC et les FDLR. La question qui se pose, à quoi doit-on s'attendre de la part des Nations Unies et d'autres acteurs sur terrain dans cette partie où la question de la sécurité régionale est au centre de plusieurs débats au niveau de la région. La population de la province tanzanienne de Kagera et celle de la province de l'Est du Rwanda se félicitent des échanges locaux qui leur ont permis de répondre aux défis liés à ces régions un peu reculées. Et puis l'Office rwandais des sécurités sociales RSSB indique qu'environ 82,6% ont déjà versé la totalité de leurs cotisations d'assurance maladie, communément appelées mutuelles de santé. Je vous le disais en titre que pour la énième fois, les experts des Nations Unies démontrent la collaboration étroite entre les FARDC et les FDLR. À quoi donc allons-nous nous attendre? Il y a déjà quelques temps que le gouvernement du Rwanda avait déjà montré sa position et surtout avait avait démontré les lacunes, sinon les omissions que ce rapport déjà préliminaire dont les conclusions finales ont été rendues publiques. Déjà à l'époque, le Rwanda, par la voix du gouvernement du Rwanda, avait donc montré les omissions de ce rapport sur quelques points, notamment les massacres à caractère ethnique et surtout le nettoyage ethnique qui se passait. Surtout, le Rwanda avait déjà dénoncé que ce rapport mettait un rapport entre le Rwanda et les rebelles du M23 et le Rwanda avait déjà rejeté en bloc ces accusations par rapport à ce rapport. Tout à l'heure, nous allons revenir là-dessus avec notre invité qui devrait nous rejoindre incessamment. Parlons santé à présent avec l'Office rwandais de sécurité sociale, RSSB, qui indique qu'à ce jour, 82,6% de Rwandais ont déjà versé la totalité de leurs cotisations d'assurance maladie, cotisation appelée communément mutuelle de santé. Les 18% autres ne se sont pas encore acquittés de leurs obligations. Les détails ici, nous allons suivre le récit de notre consoeur Nkurunziza Winnie. La population qui cherche les services de santé auprès des centres de santé et des hôpitaux dans diverses parties du pays se réjouit de la politique de l'assurance maladie mutuelle de santé qui leur permet de bénéficier des soins médicaux au coût réduit. Ceux qui jouissent de ces services sont principalement ceux qui ont versé la totalité de leurs cotisations, soit 82% de la population qui affluent à la mutuelle de santé. D'autre part, on déplore 18% de la population qui n'ont pas honoré cette obligation. 3% d'entre eux ont versé une partie de leur contribution alors que 15% d'entre eux n'ont versé aucune moindre partie. Pour ces derniers, les défis sont multiples en cas de maladie. C'est le cas de Nio Mufasha Tamali du secteur Kinyinya dans la ville de Kigali. Parmi les difficultés éprouvées par ceux qui adhèrent à la mutuelle de santé figure le retard dans la mise à jour du système d'affiliation, car une fois qu'un célibataire change de statut, cette séparation avec ses parents ne se fait pas de façon automatique. L'Office rwandais de sécurité sociale indique que ceux qui éprouvent de telles difficultés doivent contacter les instances de base pour une mise à jour rapide de leur statut. Il conseille également ceux qui sont affiliés à la mutuelle de santé de compléter leur cotisation, car ceux qui ne l'ont pas encore fait ne peuvent pas bénéficier des services de cet office en ce qui concerne le coût des soins médicaux. L'Office rwandais de sécurité sociale indique qu'au cours de l'exercice 2022-2023, la cotisation à la mutuelle a été versée à la hauteur de 90
10,7%. L'effectif des personnes qui étaient assistées par le gouvernement est passé de plus de 2 140 000 à plus de 636 000 cette année. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Et puis parlons jeunesse à présent avec des jeunes en rééducation, centre de rééducation de Iwawa, c'est dans le district de Rutsiro. Nous sommes à l'ouest du Rwanda et en district de Nyamagabe également. Ces derniers souhaitent que les dirigeants de leur district en province d'origine leur prêtent une oreille attentive pour que ces derniers puissent trouver des occupations, surtout au retour de leur formation. Les détails ici avec Kassim Youssouf. Les centres de rééducation d'Iwawa en district de Rutsiro et de Gatari en district de Nyamagabe hébergent des jeunes maintes fois récidivistes parce qu'ils n'ont pas eu personne pour les accompagner dans leur réintégration dans la société. Monsieur le maire dit qu'il est venu nous rendre visite, mais lorsque je rentre, je ne le vois pas et vous avez entendu que je lui ai posé cette question. Nous lui avons expliqué qu'il y a un certain Hussein qui serait en charge des jeunes et c'est lui qui nous demandait de rester à tel ou tel autre endroit. Le véhicule nous a laissés à la route et personne n'est arrivé au siège du district. Il écrit le nom et on vous demande d'apposer votre signature parce qu'on vous a donné 5 000 ou 3 000 francs. Et si on lui demande de rencontrer le maire, on nous fixe des rendez-vous qui ne se terminent pas. En vue de trouver une solution durable au problème des jeunes qui passent par la rééducation mais sans qu'on ne trouve de résultats efficients, des dirigeants depuis le niveau des instances de base jusqu'au gouverneur de toutes les provinces du pays ont rendu visite à ces jeunes pour se rendre compte de leur quotidien et écouter les problèmes qui font qu'ils se retrouvent dans les centres de rééducation. S'ils rentrent et qu'ils ne trouvent personne pour les aider à intégrer, par exemple, une coopérative pour avoir une occupation, certainement qu'on va récidiver. Nous voudrions qu'ils mettent en place des coopératives selon la formation que nous avons acquise. On trouve ici la menuiserie, la construction, la couture et l'agriculture et on peut nous regrouper pour que nous travaillions en association. Lorsque nous allons réintégrer la société, j'espère tirer profit de la formation que j'ai acquise ici et que ça va m'aider à ne plus me trouver dans la consommation des drogues. Les gouverneurs des provinces ont fait savoir que les agents du district concernés vont passer 3 jours auprès de ces jeunes dans tous les centres de rééducation à travers tout le territoire national pour écouter la particularité de chaque pensionnaire. C'est ce pas que nous allons davantage réaliser pour suivre chacun compte tenu de ses particularités et des discussions que nous avons eues. Nous allons quitter cette place, mais les agents concernés vont rester avec eux pour examiner le problème de chacun et bien sûr leur apporter des explications. Nous voulons faire le suivi quotidien et ils se sont convenus avec les maires lors de leurs entretiens qu'on va mettre en place un programme qui va permettre que nous puissions les rencontrer quotidiennement pour savoir ce dont ils ont besoin. Le service national de réhabilitation indique que si ce partenariat est efficacement mis en exécution, les cas de récidive seront sensiblement réduits. Ils ont parlé avec les dirigeants des problèmes auxquels ils sont confrontés, mais l'étape suivante va concerner les parents et nous espérons que tout cela va permettre de réduire les cas de récidive parce qu'avant, on ne collaborait pas convenablement ni avec les parents ni avec les dirigeants au niveau des instances de base. Selon les statistiques, plus de 7000 jeunes sont en rééducation dans 3 centres au pays. Voilà, je vous le disais tout à l'heure que les experts des Nations Unies avaient donc rendu leur rapport final, notamment sur la question de l'insécurité, surtout l'implication des uns et des autres
au niveau de la région. En tout cas, ce rapport qui avait déjà fuité depuis plusieurs mois maintenant, certains, en tout cas, points étaient déjà connus du grand public, notamment concernant la partie est de la République démocratique du Congo. Pour la énième fois, les experts des Nations Unies ont donc démontré l'implication et la collaboration étroite entre les FARDC et les FDLR. Pour comprendre quelques points saillants de ce rapport, je reçois Albert Rudatsimburgwa. Il est journaliste et analyste politique, connaisseur fin de la région des Grands Lacs. Bienvenue Albert. Merci. Voilà, et déjà pour commencer, vous suivez de près la question ou les questions en rapport avec la sécurité au niveau de la région. Albert, le rapport revient notamment sur la collaboration entre les FDLR et les FARDC. On doit dire finalement qu'il y a du nouveau, et s'il y a du nouveau, qu'est-ce qu'on en fait déjà? Parce qu'on connaissait déjà cette histoire. Il faut quand même, je crois qu'il faut mettre dans un certain contexte et peut-être aussi les gens aussi pour chaque fois, on va le répéter, mais ce ne sera pas la dernière fois. En fait, il y a un rapport final qui se donne chaque fois au mois vers l'été, juin, juillet, et un intermédiaire à la fin de l'année. Donc là, on est de nouveau dans l'intermédiaire. Dans l'intermédiaire. Voilà. Mais donc, c'est quelque chose qui a été, ça fait depuis un peu après le commencement de la MONUSCO, en fait, de la MONUC à l'époque. Ouais. Donc, et il y a toujours de ces petites fuites qui viennent un peu avant, etc. Mais si, justement, pour dire que, en fait, il y a des choses qu'on retrouve ici qui étaient déjà, en fait... Qu'on connaissait déjà au mois de juin, exact, qui reviennent aujourd'hui, voilà, qu'on connaissait déjà au mois de... Ça veut dire qu'il y a peut-être un peu plus profondément, mais je crois qu'il y a toutes ces choses-là, je dirais, bon, je dirais que c'est à géométrie variable, parce que c'est comme si maintenant, on a trop dit qu'il y a une collaboration avec le FDLR, que maintenant les experts ne pouvaient pas ne pas le reconnaître, de telle façon. Sinon, ça les décrédibilise encore plus. Il ne faut pas oublier que la toute première équipe, d'ailleurs, pour bien centrer bien les choses, c'est que la toute première équipe avait été immédiatement décrédibilisée parce que leur chef, c'était de l'équipe des experts, c'est Steve Hague, qui lui-même était un type pro-FDLR, qui faisait de l'advocacy, comme on dit en anglais. L'apologie. Et du support pour le FDLR. Au moment d'ailleurs où on a commencé à le dénoncer, j'étais parmi ces gens-là à l'époque, on écrivait plein de choses, etc. Je me rappelle que lui, à ce moment-là, il avait essayé d'enlever tout ce qu'il avait mis sur Internet qui justifiait pourquoi il fallait aider les FDLR. Donc, je dirais qu'il y a carrément une culture pro-FDLR déjà qui a été, en fait, héritée d'équipe en équipe. Alors, surtout que maintenant, ceux qui ont repris les grandes thèses de Steve Hague, je sais que tout ça a l'air un peu loufoque dans tout ce que je vais... parce qu'on est dans les nouvelles, mais en fait, vraiment, la réalité, il y a des gens comme Jason Stearns, Christophe Vogel, etc., qui font l'apologie vraiment des FDLR et qui rendent plutôt les victimes des gens du FDLR pratiquement comme étant pratiquement les gens qui sont la cause même de leur problème. Donc aujourd'hui, pour répondre maintenant à cette question, voilà, ils confirment un peu plus, mais donc ce qui veut dire qu'il y a encore plus de questions que le Rwanda doit se poser. Parce que si eux le savent, toutes ces puissances internationales comme les États-Unis... Avec tous les moyens, toute la logistique, comment ne peuvent pas savoir autant que les autres en savent? En fait,
ils le savent. Maintenant, la vraie question, imaginez-vous 2 secondes, si en 1945, pratiquement avec l'avancée des troupes bolcheviques sur l'Allemagne nazie, et qu'à ce moment-là, parmi les Alliés, ils en auraient laissé passer quelques-uns en Alsace-Lorraine. Alsace-Lorraine qui est une région frontalière avec l'Allemagne et la France, qui parle aussi allemand, et que qu'il y aurait eu des nazis qui auraient continué à faire un groupe armé nazi en Alsace-Lorraine, est-ce qu'en 1945, 30 ans plus tard, jusqu'en 1975, est-ce que ça aurait été permis en Europe? Non. Mais ici, les génocidaires dont la France a trouvé une porte de sortie vers le Zaïre en 1994, qui sont devenus les FDLR et qui sont là depuis 30 ans. Et tout le monde le sait, et personne ne bouge. Alors Albert, déjà, dans les images, nous avions déjà on voyait défiler le communiqué que le gouvernement du Rwanda avait rendu public déjà à l'époque, à la publication du rapport final, mais dont les réactions du gouvernement du Rwanda ont toujours leur valeur à ce jour. Est-ce que c'est que le gouvernement du Rwanda dénonçait déjà à l'époque, lorsque ce rapport était sorti l'année dernière, avant ce midterm, comme on le disait, le Rwanda a-t-il des raisons encore plus de se méfier, mais sinon encore de renforcer les mesures sécuritaires au niveau de la frontière, puisque ce qui a été dit au mois de juin l'année passée revient encore dans ce midterm au mois de fin décembre. Absolument. Ce que vous dites là est très pertinent. Donc, il ne faut pas oublier que bon, les FDLR, c'est ceux qui ont pris le flambeau des génocidaires qui ont pu s'échapper au Zaïre, qui est devenu le Congo. Ça fait 30 ans qu'ils sont là-dedans. Mais cette année-ci, par exemple, les FDLR est encore mieux équipés que l'année passée, parce que maintenant, ils sont vraiment une auxiliaire importante, enfin, un auxiliaire important de l'armée du Congo. Donc, c'est vraiment... Des FARDC. Des FARDC. Donc, je veux dire, l'équipement qu'ils ont aujourd'hui, Or, en 1996, quand le Rwanda... Donc, 1996, c'est 2 ans après la fin de la guerre et du génocide. Pendant 2 ans, ces gens étaient au Zaïre. Pendant 2 ans, ils étaient à la frontière. Et ils commettaient des actes de terrorisme. Ils continuaient à vouloir causer de l'insécurité au Rwanda pendant 2 ans, entre 1995 et 1996. Et pendant 2 ans, le Rwanda demandait à la communauté internationale de désarmer ces gens. Personne ne l'a fait. C'est à ce moment-là que le Rwanda, avec des opposants à Mobutu, ont fait la FDL et qu'ils ont commencé à cette attaque qui a pris 8 mois pour avaler le Zaïre. Donc ça, c'était en 1996. Entre-temps, après ça, il y a eu des mouvements comme le CNDP avec Laurent Nkunda et puis le M23 et la RCD entre-temps, ce qui veut dire, ça c'est après 1996, qui ont fait en fait que ils sont devenus pratiquement toute une région tampon qui fasse que les FDLR n'ont jamais pu attaquer le Rwanda en direct. Donc c'est très important aujourd'hui que le Rwanda tire encore la sonnette d'alarme de dire mais ils sont encore plus équipés qu'avant. Donc ce qui veut dire que si le M23 était vaincu et qu'il y avait une brèche qui passait, c'est le Rwanda qui serait directement la prochaine victime des FDLR. Et vous parlez du M23, ce rapport également n'y est pas allé par le dos de la cuillère, également en dénonçant, en parlant du soutien que le M23 aurait de la part du Rwanda. Vous pensez qu'ils ont les preuves pour étayer leurs accusations? Pas du tout, pas du tout. Mais quand bien même, je vais d'abord commencer par ce qui est le plus fâcheux peut-être. Je veux dire, tout ce que je viens de dire, c'est encore plus de raisons pourquoi, en fait, le Rwanda devrait pratiquement vraiment s'afficher clairement là-dessus. Mais ce n'est pas ça, ils ne sont pas là parce que le Rwanda aussi conscient de toutes les relations internationales entre pays, etc. C'est pas comme ça, c'est pas parce que votre ennemi est là-bas en face que vous allez aller dans le pays de votre ennemi comme ça. Donc le Rwanda n'est pas là-dessus. D'ailleurs, mais depuis 20 ans, mais encore plus ces dernières années,
c'est que ces experts, en fait, quelle est leur méthodologie même? Parce que c'est ça qu'il faudrait même vous demander. La plupart du temps, les pièces qu'ils mettent sur la table, c'est souvent des pièces qui sont données par l'ANR, l'Agence nationale des renseignements du Congo. Évidemment, je veux dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, ils n'étaient pas encore aussi bons qu'aujourd'hui, ils vous trouvaient soi-disant des cartes d'immatriculation, d'identité, faisant preuve qu'il faisait partie du RDF, avec Minister of Defense qui écrit en français et pas en anglais, toutes des histoires comme ça. Il y a plein d'histoires. Et puis, vous savez, quand un expert vous dit qu'on a été sur le terrain, et qu'on est tombé sur un papier où il y a une liste de gens avec qui tous les soldats du FPR, du RDF. Qui sont... Je veux dire, c'est tellement rocambolesque que ce ne sont pas des éléments qui tiennent la route. Alors, Albert, c'est vrai, on parle du M23. Le M23 semble, en tout cas, où la tension, que ce soit au niveau national, au Congo et même à l'extérieur, on semble focaliser toute l'attention sur le M23. Mais ce rapport parle également de la situation sécuritaire dans le Mai-Ndombe, à quelques encablures de Kinshasa. Il parle de la situation en Ituri. Déjà, si déjà les Nations Unies eux-mêmes démontrent qu'il y a une situation presque généralisée d'insécurité, pourquoi, selon vous, c'est le M23 qui puisse retenir l'attention? C'est parce que c'est le plus important ou ce sont les autres provinces les moins importantes pour eux? Non, je crois qu'il y a une volonté politique depuis 30 ans de vouloir essayer de mettre sur le dos, sur ceux qui ont à un certain moment été les victimes, de vouloir les transformer en bourreaux. Ça veut dire qu'on voudrait faire croire que c'est le M23 qui est là. Un problème là-bas, mais si on allait vraiment sur place, moi j'ai été sur place et d'autres ont été sur place, à part que ça n'arrive pas dans les grands... On n'a pas, je dirais, des experts, ni des grands journaux, ni des grands médias qui vont... Parce qu'avant, c'était comme ça. Quand il y a un conflit, on va dans les deux côtés. Mais la dernière fois, j'ai vu aller des gens chez Laurent Nkunda, mais au M23, il n'y a personne qui va dans les zones M23. Or, quand vous allez dans les zones M23, c'est les zones, en fait, qui sont le plus en paix que n'importe où au Congo. Je veux dire, où les gens vivent une vie normale. Ça, ce sont les zones administrées par les M23. Mais donc, il y a cette idée qu'on absolument... Ça empêche de dormir certaines personnes de voir que... parce que pendant qu'on parle du M23, on ne parle pas de tout, je dirais, l'exercice de nettoyage ethnique que systématiquement les FDLR avec Kinshasa ont fait dans le Massissi. Et tout, par exemple, parmi déjà les reproches que le gouvernement du Rwanda dans son communiqué, déjà à l'époque, qu'on voyait défiler, il dénonçait déjà le silence sur le nettoyage ethnique. Absolument. Déjà, nous sommes quand même devant des experts des Nations Unies, avec le Never Again. Tout ça, le plus jamais, c'est quand même quelque chose qui compte beaucoup pour les Nations Unies. Comment comprendre que d'une part, ils dénoncent certaines atrocités et d'autre part, silence radio sur... C'est systématique. C'est comme si le fait qu'ils ont été tellement... Ça a été tellement choquant. Enfin, moi, c'est une conclusion que je me fais pour moi-même et que je partage quand on me le demande. Mais le fait que ce qui s'est passé ici en 1994 est tellement flagrant, est tellement fort que ça les ennuie que des gens... C'est comme si aujourd'hui, on ne veut pas continuer à vouloir aller dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que de tout temps quand même, la France est, comme on dit, le penholder de tout ce qui se passe dans ce genre de choses ici. À l'époque déjà, Turquoise, ce n'était pas de l'humanitaire, c'était une façon, l'opération Turquoise de la France. La France fait partie du Conseil de sécurité. Quand il s'agit d'ici, il y a une façon de ne pas vouloir continuer à faire croire que, soi-disant, les rwandophones, ce sont les victimes, et les Tutsis en particulier. Donc, toute cette idée revient tout le temps. Et donc, ici, c'est tellement flagrant de voir que pendant maintenant, toutes ces 2 dernières années, toutes les actions qu'on a faites contre, je dis parce que
les quelques médias ont parlé de cas de cannibalisme, on tue les gens, on brûle les gens pour ce qu'ils sont, pour leur faciès. Voilà. Alors peut-être pour terminer aussi, Oui. un mot, c'est un rapport qui arrive, nous avons juste 40 secondes. Comment comprendre que c'est un rapport qui arrive et qui n'a rien cité sur les efforts de la région, notamment l'EAC? Ah oui. C'est un sabotage? Ça, c'est un sabotage. Ça veut dire que, en fait, on parle du bout des lèvres comme ça, qu'on soutient les Africains, mais non, ça c'est du boycott. Ça c'est du boycott, de ne pas parler, justement, de ne pas au moins parler des efforts des Africains et du boycott de Kinshasa de ces efforts. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la personne qui empêche tous les Luanda ou Nairobi, c'est Kinshasa et Tshisekedi. Merci beaucoup Albert Rudatsimbourgois. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique, connaisseur fin donc, de la région des Grands Lacs et de l'Afrique de manière générale. Merci beaucoup d'être passé dans le studio. Poursuivons avec l'actualité régionale, notamment avec les habitants de la région, la province tanzanienne de la Kagera et celle de la province de l'Est du Rwanda qui se félicitent notamment des échanges locaux qui ont permis à ces deux contrées d'avancer, surtout de se développer, et ce, malgré que ce soit des régions enclavées. Nous voici au bord du lac Kibale, une localité du secteur Ndengo, du district de Kayonza, frontalière du district de Karagwe, côté tanzanien. Les mouvements de va-et-vient s'observent au bord de ce lac. Il s'agit des citoyens tanzaniens qui chargent des marchandises leurs bateaux avant de reprendre le chemin du retour en Tanzanie. Parmi eux, Tunda Mark, un familier de la région puisqu'il y mène des affaires depuis 1982. J'ai commencé à fréquenter ce marché depuis son ouverture, de sorte que je connais toutes les mesures en place ici, même quand il y a un règlement quelconque, on m'appelle étant encore en Tanzanie pour que j'avertisse mes collègues. Mais les relations sont excellentes. Plusieurs localités de Karagwe frontalières de cette région trouvent les services importants ici. C'est pourquoi notre gouvernement nous a autorisés à venir. Et d'ailleurs, ces bateaux que voici sont enregistrés. Ils savent bien que nous les utilisons pour les bagages que nous apportons ici. Ce marché de Kibale présente une grande particularité, le commerce de troc entre Tanzaniens et Rwandais. Si cette pratique traditionnelle s'observe encore aujourd'hui au XXIe siècle dans cette localité, c'est qu'il y a un intérêt aussi bien pour les Tanzaniens que pour les Rwandais. Si on n'emportait pas des biens, on aurait du mal à acheter des produits à revenir vendre ici. Autrement, il nous faudrait faire un très long voyage pour trouver un bureau de change à la frontière, et de Karagwe à la frontière, c'est très loin. Ce marché nous a beaucoup aidés, surtout que cette région souffre beaucoup de la sécheresse et ça impacte notre production agricole. Mais quand les denrées alimentaires nous viennent de la Tanzanie, comme les bananes, les haricots, le sorgho et le maïs, nous nous sentons soulagés. Les échanges commerciaux se portent bien. Personne ne souffre de la faim. Ce marché nous permet d'écouler les produits que nous cultivons auprès de nous au lieu d'aller vers les marchés éloignés. C'est pourquoi nous venons dans ce marché de Kibale. Nous en sommes fiers et nous souhaitons que ça ne s'arrête pas. Si les Tanzaniens apportent au Rwanda des produits essentiellement agricoles, c'est qu'ils attendent autre chose en retour. C'est ce qu'ils trouvent chez leurs voisins rwandais. Nous leur vendons en retour ce qu'ils n'ont pas comme l'huile de cuisine. Les tôles, étant donné qu'ils vivent dans des forêts. Nous leur donnons des tôles pour construire ainsi que des roues pour cultiver. Les échanges commerciaux entre Rwandais et Tanzaniens via ce point de centre de Kibale ont contribué non seulement à garantir la sécurité alimentaire, mais ont amélioré la physionomie de cette localité avec notamment l'augmentation des magasins et l'amélioration de l'habitat dans la région. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise.
Bien, voilà, c'est donc par cet élément que nous mettons un point final à notre grande édition. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, Janvier, Mourenzi, Karangwa et tout le monde derrière la caméra. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.